Cette semaine, on rencontre Gaëtan Lelièvre pour parler de 3 sujets d'actualité qui concernent notre région. Bon, alors bonjour Gaëtan, comment vas-tu? Bonjour, ça va relativement bien, à part Oui. un peu une toux et un rhume assez prononcé, mais à part ça, ça va bien. Bah, écoute, si tu veux bien, aujourd'hui, on va essayer de survoler 3 sujets là, qui nous attirent l'attention dans l'actualité. Dernièrement, d'ailleurs, je pense que c'est de 13 avril, donc c'est assez récent. Il y a la loi sur les hydrocarbures que le gouvernement a déposée. J'aimerais peut-être, avant qu'on parle en détail de cette loi, est-ce qu'on pourrait peut-être parler un peu comment ça fonctionne au niveau des permis d'exploration et d'exploitation au Québec et peut-être même avec qu'est-ce qu'on a, nous, concrètement sur le terrain ici en Gaspésie? Ben, on a une loi sur les hydrocarbures au Québec qui fait en sorte que quand tu veux réaliser des travaux d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures, ça prend une licence, un permis du gouvernement. Et plusieurs compagnies ont obtenu ces permis-là au fil des dernières années. C'est ce qui a permis de voir là, des travaux d'exploration et dans certains cas, une légère exploitation d'hydrocarbures, notamment en Gaspésie, mais pas à une échelle vraiment là, très, très importante. On a été plus au niveau de la recherche là, que de la production intensive. Et le gouvernement a adopté, comme tu le disais là, récemment, la loi pour interdire l'exploitation et l'exploration d'hydrocarbures au Québec. Donc, on serait un des premiers États, notamment en Amérique du Nord, à interdire là, l'exploitation d'hydrocarbures sur son territoire. Donc, c'est quand même une loi qui peut-être ne satisfait pas tout le monde. Certains auraient voulu qu'on aille un peu plus loin au niveau du gouvernement, mais c'est quand même, on serait quand même le premier État à interdire carrément là, l'exploitation d'hydrocarbures. Alors, l'hydrocarbures, pour bien comprendre, on parle ici de pétrole, on parle aussi est-ce qu'on parle de gaz ou Oui. Oui. Gaz et pétrole essentiellement, effectivement. Alors, juste pourquoi est-ce que on voit un peu partout dans le monde des pays qui essayent d'être le plus autonomes possible avec pour pouvoir se fournir en pétrole? On sait que c'est une denrée qui quand même fait beaucoup la une en ce moment. Et dès qu'il se passe quelque chose dans un pays, comme à ce moment avec la Russie, l'Ukraine, le pays du pétrole augmente. Pourquoi est-ce qu'on voudrait ne pas pouvoir extirper le pétrole du sol québécois? Pourquoi le gouvernement aurait pris cette décision? Ben, je crois que c'est une question je dirais, d'acceptabilité sociale qui n'était plus au rendez-vous. La population en général, au Québec comme ailleurs au Canada et dans le monde, de plus en plus veut s'éloigner hein, de l'exploitation des hydrocarbures pour des motifs là, de protection environnementale. L'objectif est très noble. Je crois qu'on est rendu là. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut se passer de pétrole à court terme? La réponse, c'est non. On parle de 30 ans hein, minimum avant de pouvoir être indépendant en termes d'hydrocarbures. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en attendant? Ben, c'est sûr qu'on va devoir se tourner vers l'importation de produits pétroliers parce que on a des besoins. Puis ces besoins-là vont être là pendant un certain nombre d'années, voire de décennies. Maintenant, c'est une question de volonté populaire. Le gouvernement de la CAQ, je pense, a pris acte de la volonté de l'ensemble des Québécois et Québécoises. À partir de ce moment-là, ben, il faudra vivre avec les conséquences. Ça veut dire importer davantage que de produire. Maintenant, est-ce qu'il y avait un volume suffisant au Québec pour vraiment faire une différence? On peut se poser la question parce que on n'a pas vraiment ces coûts-là. Je me souviens quand j'étais au pouvoir en 2012 avec le gouvernement de Mme Marois, on avait comme gouvernement autorisé des travaux d'exploration sur l'île d'Anticosti normalement, un projet qui a été arrêté après le changement de gouvernement par le gouvernement Couillard. L'objectif était de voir est-ce qu'on a vraiment une capacité là, de production d'hydrocarbures intéressante au Québec parce que l'île d'Anticosti était visée comme l'un des territoires avec le plus grand potentiel. Donc, l'objectif du gouvernement Marois à l'époque n'était pas d'exploiter, mais d'explorer, d'aller voir. Est-ce qu'il y a quelque chose? Après ça, on décidera si ça vaut la peine d'exploiter. Maintenant, les autres forages qu'on a eus, bon, à différents endroits au Québec, notamment en Gaspésie, n'ont pas permis de révéler des niveaux de production là, potentiels très, très élevés non plus.
Donc, on a interdit l'exploitation d'hydrocarbures parce que c'était un besoin. C'était un besoin qui est exprimé clairement par la population. Donc, le gouvernement était à l'écoute de la population. Maintenant, ta question est très pertinente. Une fois qu'on a dit ça, on ne veut pas en produire chez nous, on veut se garder les mains propres, on veut garder notre environnement propre, mais en même temps, on veut continuer à en consommer. Donc, c'est un petit peu peut-être égoïste, là, entre guillemets, même si je suis en faveur de cette loi-là. Alors, je crois qu'on n'est plus à l'étape là ou à l'époque là, des hydrocarbures. L'avenir n'est plus là, mais il reste qu'on doit être conscient qu'il y a des besoins qui vont être à combler pendant les prochaines décennies. Et là, c'est de prendre les moyens les moins contraignants au plan environnemental pour répondre à ces besoins-là, puis en même temps, euh, se diriger vers une meilleure protection puis mise en valeur de l'environnement. Tu sais, puis le pétrole, on associe le pétrole beaucoup au carburant, c'est bien clair. La plus grande source d'utilisation des produits dérivés d'hydrocarbures sont au niveau des pétroles, mais on sert du pétrole aussi dans la fabrication du plastique, d'équipements chirurgicaux, médicaux à la limite. Donc, c'est au-delà du pétrole, là, les hydrocarbures. Donc, il faudra trouver un équilibre pour répondre à ces besoins-là, tout en ayant un regard fixé vers l'avenir, puis l'avenir n'est pas dans le pétrole. Il faut développer des nouvelles énergies renouvelables, c'est clair. Et pour terminer sur ce sujet, pardon, est-ce que concrètement, pour les puits qui sont présentement installés en Gaspésie ou au Québec, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y a un remboursement, on lit dans les nouvelles qu'il y a un remboursement qui va se faire. On lit aussi que ces compagnies-là disent que des remboursements ne seront pas suffisants. C'est quoi qui va se passer avec cette loi? Oui, bonne question. Il y a un budget de 100 millions qui a été voté par le gouvernement du Québec pour indemniser les pétrolières et aussi procéder aux fermetures des puits pour éviter qu'il y ait des puits orphelins. On en retrouve beaucoup au Québec parce que notamment en Gaspésie, je me souviens, moi, il y a plusieurs années, en allant sur des territoires de chasse dans le cœur de la Gaspésie, on arrivait dans un secteur qui s'appelait les puits d'huile entre Chandler et Gaspé, le secteur du lac Bazère. Pour ceux qui nous écoutent dans le coin de Grande-Rivière-Chandler, vont savoir de quoi on parle. Ben, dans ce secteur-là, il y a un coin qu'on appelle le secteur des puits d'huile. Puis écoute, tu arrives là, puis il y a des anciens forages qui sont encore présents. Puis on peut voir les vestiges de ça. Puis malheureusement, ben, ces puits-là n'ont pas été fermés convenablement parce qu'on voit que ça peut suinter. Il y a des hydrocarbures qui se dégagent de ces tuyaux-là, de ces puits-là qui sont dans la terre. Donc, des puits orphelins, il y en a beaucoup au Québec, plusieurs en Gaspésie, malheureusement. Fait que le 100 millions devrait, en théorie, couvrir les frais pour fermer le plus efficacement possible ces puits-là. Indemniser aussi les compagnies, comme on le disait en début d'entrevue, les compagnies ont eu des permis, des licences octroyées légalement. Donc là, on vient dire du jour au lendemain, vous allez devoir arrêter. Fait que c'est sûr qu'on est dans une société de droit. On peut être pour ou contre l'exploitation pétrolière, mais on ne peut pas renier la responsabilité, là, un certain niveau de responsabilité des gouvernements qui ont donné des permis et des compagnies qui se sont comportées quand même là, selon les règles en vigueur, ont obtenu leur licence, leur permis pour exploiter. Puis là, du jour au lendemain, on leur dit c'est fini. Donc, il fallait prévoir, à mon avis, une forme d'indemnisation. Sinon, les compagnies pétrolières se seraient tournées vers les tribunaux puis auraient poursuivi le gouvernement, puis ça aurait fini par un dédommagement pas mal certain aussi. Donc, un élément très important où les régions, nos leaders, nos élus en région vont devoir être vigilants, c'est-à-dire s'assurer que ces puits-là, qui sont présents partout sur le territoire, puis même ceux qui ont été oubliés, puis qui datent de plusieurs décennies, bien, que ces puits-là soient également fermés de façon la plus sécuritaire possible. Puis je dis bien la plus sécuritaire possible parce que on va s'entendre, il n'y a rien qui est éternel, là. Que la fermeture des puits se fasse avec du béton, avec de l'acier, à un moment donné, hein, l'usure du temps vient à bout de tout. Donc, ce qu'on peut souhaiter, c'est que les meilleures techniques soient utilisées pour fermer ces puits-là, puis qu'il y ait un suivi qui se fasse de façon régulière par les autorités gouvernementales. Si jamais il y a des bris, il y a des fuites qui se fassent, bien, il faut qu'il y ait un contrôle, puis que ça soit corrigé lorsque ça se produira, parce qu'on peut prévoir que dans 50 ans, dans 100 ans, il risque d'avoir des travaux à faire pour resolidifier la fermeture de ces puits-là. Oui, hein. Puis là, on est juste à la phase d'exploration. Alors, ça me fait penser un peu au nucléaire. Il faut traiter les déchets. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce qu'on gère ces choses-là?
Bah, en tout cas, merci pour ce reflet-là, ce sujet-là. Juste pour parler maintenant un peu d'un sujet un peu plus local au niveau de Gaspé. Euh, Là, tu me partageais un peu l'historique, un peu des artefacts de l'expropriation de Forillon. Alors, c'est sûr que le parc Forillon, bon, il y a toute une histoire autour de ça. Euh, Est-ce que tu pourrais peut-être nous rappeler un peu l'historique de ces artefacts-là et de ce que tu m'as partagé tout à l'heure? Oui, c'est un sujet qui revient à l'actualité. On avait discuté il y a quelques années, ben, je dis on, la région, il y avait eu plusieurs discussions dans les médias là, de par divers intervenants il y a quelques années. C'est toute la question quand on dit artefacts, là, c'est les objets, les antiquités, hein, les objets qui ont appartenu aux familles expropriées de Forillon. Ben, on sait que le parc Forillon, le gouvernement fédéral de l'époque, a exproprié les gens et a pris possession de plusieurs biens. Exemple, il y avait du matériel pour dans les granges, dans les fermes, des matériels qui servaient bon à la culture, etc. Ça peut être des charrues, ça peut être des équipements pour transformer le lait, ça peut être dans les maisons, il y avait des meubles là, à l'époque, etc. Donc, tous ces meubles-là, puis c'est énorme la quantité, là, on parle de milliers d'objets, ben, ça a été saisi ou ça a été acquis par le gouvernement fédéral. Ça a été entreposé, c'est entreposé depuis les années 70 à Québec et je crois que c'est à Hull ou Gatineau. C'est sur la rive sud, là, ce n'est pas Ottawa, c'est à Hull ou Gatineau, une des deux villes où il y a des entrepôts qui sont dédiés à ces utilisations-là, c'est-à-dire de préserver les antiquités avec des taux d'humidité, de chaleur contrôlée, etc. Donc, nos artefacts du parc Forillon, des familles de Forillon, des expropriés, sont entreposés à Québec et sur la rive sud là, de l'Outaouais depuis des décennies. Il y a eu des mouvements en région pour rapatrier nos artefacts, nos antiquités, nos objets qui sont très symboliques. Il faut se rappeler que le parc Forillon est le dernier parc national qui a été constitué par le gouvernement du Canada à partir d'une expropriation. Puis on sait que l'expropriation de Forillon s'est faite de façon très spéciale. Hein? Puis je vais être poli en disant spécial, ça a été fait de façon assez cavalière et certains vont même dire jusqu'à sauvage. Oui, parce que juste une parenthèse, c'est parce que si on est rendu à se demander comment est-ce que des gens ont pu quitter chez eux sans ramasser leurs affaires, c'est ça que je comprends dans le fond, s'il y a des milliers d'artefacts qui sont retrouvés quelque part, c'est que les gens ont même pas pu récupérer leurs affaires personnelles. Il y en a qui ont eu le temps de le faire, mais à la fin du processus, ça a été accéléré. Ceux qui n'ont pas accepté les offres d'expropriation, qui ont résisté, eux avaient des délais très serrés. Même, je me souviens avoir entendu l'ex-directeur de la police municipale à Gaspé, M. André Chrétien, me raconter là, comment ça s'était passé parce qu'il avait demandé l'assistance de la police municipale, la Sûreté du Québec, la Gendarmerie royale était là sur les dernières semaines pour évacuer de force les gens. Même, on nous disait, là, certaines familles, les dernières, ont été évacuées, sorties de force par la police et on brûlait leur maison carrément devant eux. Là. Ça, puis de toute façon, il y a des documentaires à Radio-Canada qui le démontrent. Là. J'invite les gens qui sont sceptiques à aller voir les preuves de ça. Donc oui, il y a des gens qui n'ont pas pu ramasser leurs choses. Là. Peut-être que certains aussi à l'époque ont dit, moi, je suis indemnisé, j'ai tel montant, puis j'ai plus besoin de ça, je déménage, j'ai pas besoin de mes équipements de ferme, etc. Probablement qu'il y a une partie des gens qui ont laissé ça par choix. Mais d'autres n'ont pas eu le choix. Là. Ça a été fait de façon assez cavalière, surtout sur les dernières expropriations. Donc, ces objets-là sont entreposés à Québec et dans l'Outaouais. Puis, ce que la région voulait, notamment les familles des expropriés de Forillon, on souhaitait rapatrier en Gaspésie ces artefacts-là, ces souvenirs familiaux, tout ça, des objets tu sais, qui relatent l'histoire du passé de Forillon, puis possiblement les mettre en valeur. Donc, on s'était tourné vers le musée de la Gaspésie. Donc, le musée a entrepris une négociation avec le gouvernement fédéral pour pouvoir rapatrier les fameux objets. Mais finalement, on apprenait cette semaine, il y a eu comme une nouvelle qui est arrivée à l'improviste. On se demande d'où ça vient. Ça arrive comme du champ gauche. Ce qu'on entendait, ce qu'on pensait, en tout cas la plupart des gens, puis même le regroupement, il y a un regroupement des familles expropriées de Forillon qui suit le dossier, qui est toujours très active, une Madame Rochefort, Marie Rochefort, qui est la présidente. Ben, ces gens-là disent, nous, on ne savait pas là, que le dossier avait fait l'objet d'un constat d'échec finalement. On pensait que c'était toujours en discussion, mais finalement, on a appris par Radio-Canada, Gaspésie-de-la-Madeleine, que finalement,
probablement que le projet n'aura pas lieu parce que le coût d'un futur bâtiment serait autour de 5 millions de dollars. Le musée de la Gaspésie dit qu'il n'a pas les moyens pour réaliser un tel bâtiment. C'est immense, c'est très, très, très grand. Puis, il semble qu'on ait jeté la serviette. Puis ça, c'est l'élément nouveau. Qui n'est pas de développement positif, on le savait, parce que s'il y a eu des bonnes nouvelles, on en aurait entendu parler, surtout qu'on sort de 2 campagnes électorales assez rapprochées. Puis il n'y a pas eu d'annonce. Mais qu'on apprenne cette semaine que finalement, ça n'aura probablement pas lieu, le projet, et ça a surpris beaucoup de monde. Puis, j'ai l'impression que c'est une nouvelle qui va faire parler beaucoup dans les prochaines semaines. Puis moi, ce que je trouve spécial là-dedans, c'est qu'on apprenne finalement que le processus a pratiquement il y a peu de chances que ça se réalise, le transfert de nos artefacts du parc Forillon en Gaspésie, puis qu'on semble accepter ce refus-là du fédéral sous prétexte que le coût de 5 millions de dollars serait trop élevé, puis que le musée de la Gaspésie n'a pas les moyens. On le sait que le musée n'a pas les moyens, puis je pense que dès le départ, tout le monde savait que ce n'est pas le musée qui allait payer la majeure partie de ces frais-là, puis peut-être même à la limite aucune partie de ces frais-là, mais peut-être que le musée, par exemple, aurait pu embarquer dans la gestion de ce futur bâtiment-là, moyennant des coûts, une revision de son budget d'opération. Mais la nouvelle qu'on a eue cette semaine nous a surpris parce que c'est comme si le dossier était pratiquement mis aux oubliettes, puis il fallait accepter cette décision-là. Donc, moi, c'est là où je me dis, j'espère que les leaders de la région, puis que les représentants des familles de Forillon vont réouvrir le dossier, puis tenter de convaincre le gouvernement du Canada de revoir le dossier, revoir leur position, parce que 5 millions de dollars, oui, c'est de l'argent, mais je ne pense pas que ça va mettre le Canada sur la banqueroute. Là. Après avoir aussi notre dette là, de 600 milliards depuis 2 ans, là, je ne pense pas que c'est 5 millions de plus ou de moins qui pourraient changer quelque chose. Là. Surtout quand on pense à la façon dont Forillon a été créé, le parc, avec tous les préjudices qui ont été causés aux familles. Je pense que 5 millions de dollars pour, je dirais, peut-être penser une partie des plaies des familles des expropriés, puis aussi voir ça comme un investissement. Le parc Forillon est un territoire immense. Le gouvernement fédéral cherche une façon de le dynamiser. Il y a eu des efforts, d'ailleurs, qui ont été faits par le gouvernement fédéral dans les dernières années. Il y a eu des investissements extrêmement intéressants qui portent fruit, qui étaient attendus depuis longtemps. Donc, pourquoi on ne voit pas ça comme une opportunité peut-être de compléter l'offre, l'expérience à nos visiteurs en mettant en valeur ces objets-là? Donc, on ferait d'une pierre deux coups. On viendrait un peu panser la plaie là, des familles expropriées, puis en même temps, on pourrait mettre en place une infrastructure de relance, de développement là, économique, un attrait supplémentaire pour le parc Forillon, qui en a, à mon avis, encore besoin, là, grandement besoin, bien qu'il y ait des efforts importants qui ont été réalisés par le gouvernement fédéral récemment. Il y a encore place à amélioration. Puis, en tout cas, j'espère que c'est un dossier qui va se poursuivre, dont la réflexion va se poursuivre, puis que le milieu ne lâchera pas prise là, aussi facilement, malheureusement, qu'on semble le voir présentement. C'est sûr que moi, la question qui me vient en tête, c'est qu'est-ce que le gouvernement a à gagner de garder les objets de son côté, un peu comme, avec, comme tu le soulignes, le fait que c'est basé un peu sur une histoire un peu difficile et que ça pourrait revenir à la région. Et c'est vraiment une situation quand même curieuse. Oui, écoute, le gouvernement fédéral a des immenses entrepôts. Ils ont décidé de centraliser ça à quelques endroits au Canada. C'est en Outaouais et à Québec. Puis bon, tous les artefacts des différents lieux qui ont été expropriés ou les objets qui appartiennent au fédéral sont entreposés là. Je pense que le débat, c'est bien plus est-ce que le fédéral a le goût ou a l'intention d'investir 5 millions dans une autre infrastructure. C'est plus à ce niveau-là. Je pense pas que le fédéral tient tant que ça à avoir les artefacts, là. Je pense pas qu'il y a une valeur sentimentale pour le fédéral. Ça me surprendrait bien gros. Mais c'est plus probablement une question de centralisation d'espace, de services, une fois de plus dans les grands centres. Puis, même quand on parle d'objets qui sont symboliques pour non seulement la Gaspésie, mais les hommes et les femmes, les familles, les expropriés de Forillon. Donc, un beau dossier qui, j'espère, là, va être repris par nos leaders locaux et régionaux. Ben justement, là, quand on parle un peu de l'histoire, et puis là, il y a comme un investissement de 8 millions, si je ne me trompe pas, qui s'en va à Percé pour la villa Frédéric James. Est-ce que, pour transformer cet espace, cette maison en espace bleu,
Alors, on en a parlé, on a eu des entrevues ici aussi à TVCGR sur ce sujet avec des opinions un peu différentes. Est-ce que tu pourrais peut-être juste nous parler un peu déjà d'expliquer aux gens c'est quoi un espace bleu? Oui, oui. C'est un dossier qui a eu un développement important cette semaine. Les espaces bleus, c'est un concept que le gouvernement Legault a mis en place il y a un peu plus d'un an. L'objectif, c'est d'avoir un lieu dans chacune des régions, donc dans les 17 régions, selon moi, là. On vise à mettre en place un espace bleu où va être mise en valeur l'histoire et le patrimoine régional. Puis, donc, c'est une vision vraiment pan-québécoise. C'est pas juste en Gaspésie, c'est dans chacune des régions. Et quand ça a été lancé il y a un peu plus d'un an, il faut dire que ça a soulevé, je m'excuse, quand ça a été lancé il y a un peu plus d'un an, ça a soulevé beaucoup de craintes pas nécessairement dans la population, mais au sein des organismes qui interviennent déjà au niveau de la culture et du patrimoine, notamment les musées existants. Le réflexe des entreprises existantes, des intervenants au niveau culturel, patrimonial, et avec raison, on peut comprendre, ça a été de dire, ben là, c'est un autre musée qui s'ajoute, et déjà, nous, on a de la misère à atteindre notre autofinancement. Les subventions gouvernementales pour les musées dans l'ensemble du Québec, mais notamment en Gaspésie, sont insuffisantes selon les besoins des musées en place. Et là, le gouvernement en ajoute un autre, sans même nous consulter. Donc, c'est ça, il y avait des craintes à savoir si est-ce que ça allait diminuer les enveloppes budgétaires des autres musées déjà existants. Et finalement, la ministre est venue à percer la semaine dernière. C'est une annonce de plus de 20 millions de dollars qui a été fait. Donc, un projet qui a augmenté. Effectivement, au début, on parlait de 4 à 5 millions. Ensuite, ça a été porté à 7-8, puis là, on est rendu à une vingtaine de millions de dollars. Donc, un dossier quand même important. Puis, ça va se faire sur le site de la Villa Frédéric James, la fameuse maison qui est située là en face du Rocher Percé et qui doit être déplacée parce qu'en raison de l'érosion, il y avait un risque que la maison s'écroule sous l'érosion de la falaise. Donc, on va sécuriser cette maison-là, la Villa Frédéric James. On va en faire un espace bleu. Et la vocation, selon ce que la ministre Nathalie Roy nous a expliqué au Géoparc vendredi dernier, c'est que les espaces bleus vont être davantage des lieux de référence qui vont servir à orienter les visiteurs vers l'ensemble des autres, notamment orienter les visiteurs vers l'ensemble des autres musées ou espaces là, patrimoniaux qui existent sur le territoire gaspésien. Donc, à date, le discours est rassurant. Ce ne serait pas un espace qui va venir remplacer ou duplicater les musées existants. On va avoir un produit qui va être très spécial, dans le sens que c'est un produit qui va être très diversifié. Par exemple, je prends l'exemple du musée de la Gaspésie qui a des expositions permanentes et des expositions itinérantes. Bien, ces expositions-là ne seront pas déménagées à Percé. À Percé, on va avoir une présentation d'un ensemble de produits qu'on peut retrouver dans différents lieux, notamment au musée de la Gaspésie, au musée Le Chaffault, à l'espace René Lévesque, au musée de la mer Exploramer, musée acadien de Bonaventure. Donc, la ministre a tenté d'être la plus rassurante possible à ce niveau-là, l'effet que l'espace bleu est là pour mettre la table sur les différents aspects de la culture et de l'histoire régionale. Et ensuite, chaque autre musée, spécifiquement dans le cadre de sa vocation, pourra aller beaucoup plus loin en présentant différentes thématiques comme ça se fait déjà. Maintenant, ce qui reste peut-être à rassurer les autres intervenants, c'est l'aspect budgétaire. Par exemple, je dis un exemple, s'il y avait 20 millions de budget d'allouer au musée de la Gaspésie, à l'ensemble des musées en Gaspésie, ben, est-ce que ce même 20 millions-là va être maintenu pour ne pas qu'on en prenne une partie pour éponger les frais d'opération de ce musée supplémentaire-là qui est l'espace bleu? La ministre nous a dit que non, il n'y avait pas de problème, et même que les budgets annuels réguliers avaient été majorés. Donc, le discours est rassurant. Maintenant, c'est sûr que c'est à la longue qu'on pourra voir voir quel est l'impact réel là, de l'ajout de cette nouvelle infrastructure-là. Mais c'est sûr que quand on regarde ça, on peut difficilement, comme intervenant en développement régional, être contre le fait que le gouvernement investisse des infrastructures au niveau loisirs, au niveau touristique, au niveau culturel dans une région. Donc, à première vue, on peut difficilement être contre ça,
mais où il faut faire attention, où on doit être prudent. Il ne faut pas que ça soit au détriment des organisations déjà existantes, des musées déjà existants, des bénévoles qui travaillent dans ces organisations-là, du personnel qui, depuis des années, mettent des efforts incroyables pour maintenir en place, des fois avec peu de moyens, tout le produit de grande qualité qui est offert. Donc, je pense que ce qui a peut-être été déficient un peu dans ce dossier-là, en tout respect pour la ministre et le gouvernement, c'est peut-être le fait que ça a été annoncé sans consultation des acteurs principalement concernés. Donc, cette bonne nouvelle-là s'est un peu transformée en surprise, en mauvaise nouvelle, par des craintes qui aujourd'hui semblent plus ou moins fondées. La ministre se veut rassurante, mais on verra avec le temps s'il y avait lieu de s'inquiéter ou pas. Mais on peut dire que pour l'instant, pour avoir participé à la rencontre de vendredi dernier, je dirais que la majorité, pas tout le monde, il y a des gens qui sont encore très inquiets, même certains s'opposent. Mais moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il semblait y avoir quand même là une majorité des intervenants qui semblaient relativement rassurés et qui semblent voir ça comme une bonne nouvelle. C'est sûr que l'élément majeur, c'est de sauver la Villa Frédéric James, un projet de plusieurs millions, puis on fait un peu d'une pierre deux coups. On sauve le bâtiment, puis en même temps, on le transforme en espace bleu. C'est quand même un bon coup à première vue, mais je peux comprendre là, les craintes des autres intervenants du réseau des musées de la Gaspésie qui ne veulent pas finalement que la pointe de tarte ou que la tarte soit la même puis qu'il y ait une bouchée de plus là, qui doit peut-être réserver à une nouvelle infrastructure parce que déjà les pointes là, financières, budgétaires de la tarte étaient relativement modestes et petites. Beaucoup restaient sur leur appétit. Fait que c'est un réflexe qui est normal et qu'on peut comprendre. Oui, surtout qu'on vient de se parler il y a quelques minutes avant du musée de la Gaspésie qui aurait peut-être voulu apprécier à recevoir un 5 millions pour faire déménager les artefacts. Et puis d'un autre bord, il y a un 20 millions qui est investi dans une nouvelle infrastructure. Mais je comprends l'idée. Des fois, on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas des vases communicants? Est-ce qu'on ne peut pas partager l'argent? Quand même de deux niveaux de gouvernement différents. Là, pour être honnête, du côté de Forillon, c'est le gouvernement fédéral, alors que les espaces bleus, c'est le gouvernement du Québec là, qui a mis ça de l'avant. Mais en bout de ligne, ce sont nos impôts, c'est les mêmes payeurs de taxes qui financent Ottawa et Québec. Hein. Donc, ça sort de nos poches. Là. En tout cas, merci beaucoup, Gaëtan, pour ton temps déjà, et puis pour nous rapporter un peu l'actualité de cette façon-là, avec un peu plus de détails et pour notre compréhension de ces sujets. Puis on prendra le temps peut-être de se reparler d'ici 2 semaines. Absolument. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à tout le monde.